Maintenant, vous allez, vous allez écouter trois femmes géniales. C'est donc un panel. Mais bien avant cela, euh, présenter, nous allons présenter la modératrice, qui est la présidente du mouvement Chi, ou elle. Donc, c'est une organisation qui travaille dans le cadre du programme Femmes, Paix et Sécurité. Elle a beaucoup de compétences dans le domaine des programmes Femmes, Paix et Sécurité dans plusieurs pays. Ruth, c'est un plaisir pour nous de vous avoir comme modératrice. Merci, Beth. J'espère que la séance de discussion a été enrichissante. Ce que nous allons faire, c'est d'avoir une conversation. Nous avons deux panélistes de taille que je vais présenter d'une minute à l'autre. En des termes très simples, nous allons apprendre davantage au sujet de leur travail, ce que, ce qu'elles font de façon pratique dans le cadre de leurs activités relativement à l'agenda Femmes, Paix, Sécurité. Comme vous le savez, l'interprétation simultanée est disponible. Donc, vous pourrez toujours intervenir, vous serez interprété. Vous pouvez également intervenir dans la boîte de discussion. Donc, je suis un peu bilingue. Je vais néanmoins poser toutes mes questions en anglais. Mais il arrivera que je puisse faire un mélange des deux langues dans mes interventions. Cela dit, sentez-vous libre d'utiliser la langue qui vous sied. Ce que nous allons faire, c'est que je vais présenter nos panélistes à présent. Nous allons les écouter, dire quelque chose sur leur travail. Et je vais poser des questions pour donner une orientation aux discussions. Et c'est ainsi que le programme va se déballer. Sans transition aucune, je vais présenter les panélistes. Nous avons Katrina Leclerc, qui est membre du comité de pilotage du programme Femmes, Paix et Sécurité. Elle est également directrice de programme pour l'Afrique, l'Amérique latine et le Moyen-Orient. Elle est également directrice de communication mondiale du programme Femmes, Paix et Sécurité. Elle intervient dans les programmes basés sur le genre dans toutes les régions. Et le but de sa activité, c'est de faire entendre la voix des organisations de base féminines. Nous avons également Rasha Jaham, qui est du Yémen du Sud. Elle est cofondatrice d'un mouvement féministe au Yémen. Et récemment, elle a été nommée comme membre d'un comité de réconciliation. À son actif, elle a plus de 15 ans d'expérience dans le cadre de projets Femmes, Paix, Sécurité. Elle a été nommée par une organisation internationale et politique comme parmi les 100 personnalités les plus influentes en termes de programme Femmes, Paix, Sécurité. Je vais demander à Katrina de commencer en se présentant. Write in English, I'm more than happy to speak English, but for the purpose of this webinar, j'ai le plaisir de Pour cette parler réunion, je vais parler en français. Franco-colombienne, francophone de la Colombie-Britannique. Et j'ai le plaisir de travailler dans le programme Femmes, Paix et Sécurité depuis maintenant près de 12 ans.
J'ai commencé à travailler dans le programme Femmes, Paix et Sécurité avec un contrat avec UN Peacekeeping, où est-ce qu'on faisait des sensibilisations avec la police des Nations Unies. C'était basé à l'Université de Winnipeg et c'est comme ça que j'ai commencé dans le domaine. J'ai continué notre travail avec l'organisme Global Network of Women Peace Builders et maintenant ça fait plusieurs années que je travaille avec eux. J'ai la chance de travailler avec eux, avec nos magnifiques partenaires, entre autres l'organisme de rachat qui est aussi partenaire de GNWP, donc le monde est quand même assez petit. Et puis avec les organismes locaux dans les différents pays, ce qu'on fait, c'est on se penche vers la mise en œuvre du programme Femmes, Paix et Sécurité. Donc, c'est vraiment de s'assurer que les politiques qui sont développées à New York, qui sont développées au niveau du Conseil de sécurité, sont traduites et mises en œuvre au niveau local. Donc, on fait ça avec quelque chose qu'on appelle le cycle complet. C'est une série d'actions ou de plaidoyers et aussi de collaboration avec les partenaires et les gouvernements pour justement développer des plans d'action nationaux. Donc, la semaine passée, la semaine d'avant, j'étais justement au Tchad pour développer le premier plan d'action national du gouvernement tchadien sur le programme Femmes, Paix et Sécurité. J'ai eu vraiment la chance de passer plusieurs jours avec eux pour écrire et rédiger leur plan d'action national. Ils vont être le 99e pays à se joindre à notre grande famille de pays avec des plans d'action nationaux Femmes, Paix et Sécurité. Ils ont vraiment hâte de se joindre à nous, mais ils se penchent aussi vers nous pour voir quelles sont les leçons qu'on a apprises depuis les différentes versions, les différentes années où est-ce qu'on met en œuvre le programme Femmes, Paix et Sécurité. Donc, le Canada, de ma perspective, a une responsabilité, oui, à l'interne, au domestique, de pouvoir développer un plan d'action national qui est inclusif, qui représente la société canadienne, mais aussi une responsabilité d'essayer d'avoir un plan d'action national qui innove, qui est inclusif et qui touche des différents enjeux également pour démontrer ce leadership à l'international. Donc, c'est vraiment ça l'expérience que j'ai avec les plans d'action nationaux. J'ai la chance d'appuyer la mise en œuvre dans plus de 10 pays, entre autres avec Rachat bientôt au Yémen, où est-ce qu'on espère pouvoir faire de la mise en œuvre de la 1325 au niveau local. Et puis, j'ai hâte de discuter davantage de qu'est-ce qu'on voit ici au niveau canadien, mais aussi de discuter avec vous, de voir qu'est-ce que vous en pensez ou des questions que vous avez peut-être par rapport au programme au niveau canadien, mais aussi à l'influence canadienne à l'étranger. Donc, merci Rouge, de retour à vous. Thank you, Katrina. I want to pick your brain so much. I want to hear so much about your experience. So I'm going to move ahead. Ce serait un plaisir pour nous de vous écouter. Nous allons maintenant passer à Rachat. Merci à vous deux. C'est un plaisir pour moi d'être ici. Je suis Rachat du Yémen. Je suis basé au Canada et je suis la directrice de Peace Track Initiative, qui est une initiative de féminisation de processus de paix qui travaille au Yémen. J'ai travaillé avec plusieurs organisations internationales en tant qu'experte en genre, particulièrement dans le cadre de projets avec Oxfam au niveau régional, en appuyant les zones d'Afrique de l'Est et du Nord. J'ai travaillé également sur le programme de Femmes, Paix et Sécurité. Dans le cadre de nos activités, nous mettons l'accent sur le soutien, l'appui au plan de développement au Yémen. Nous avons commencé à travailler depuis 2015. Malheureusement, j'ai été confronté à l'hostilité de certaines organisations qui étaient censées être nos alliés. Cela m'a choqué. Parce qu'une bonne chose, c'est que nous apprenons de bonnes choses au niveau international, mais au niveau local, quand il s'agit de la mise en place de ce que nous avons appris, il y a la résistance. C'est pourquoi nous avons consulté le gouvernement pour mettre un plan d'action sur pied de concert avec les Nations Unies. Et cela a été le fruit des concertations des OSCE. Nous avons partagé ce plan d'action avec le Conseil de sécurité des Nations Unies et d'autres parties prenantes. Il y a une composante de ce programme qui est axée sur la prévention des conflits, le redressement.
Nous avons partagé ce plan en 2016. C'était des efforts, le résultat d'efforts conjoints. Le gouvernement nous a emboîté le pas et le gouvernement a emboîté le pas en prenant l'initiative de travailler sur le plan d'action pour les femmes. Malheureusement, à cause de la crise au Yémen, l'institution en charge de ce projet était le Comité national pour les femmes. Et en raison de leur inactivité, de l'inactivité de l'instance chargée des femmes, les choses ont été mises en stand-by, aux arrêts. Et après 2016, le ministère des Actions sociales a repris le travail. Malheureusement, ce ministère a été confronté à plusieurs autres problèmes qui l'ont empêché de véritablement travailler. Mais nous avons néanmoins plaidé auprès de la communauté internationale pour nous aider. Nous avons également mis à l'avant la question du manque d'inclusion. Nous avons le plan 2020 qui, jusque-là, n'a pas encore été mis en œuvre. Nous allons continuer à travailler en sorte que cela devienne une réalité. Nous ferons en sorte que ce plan soit approprié par la communauté locale. Alors, l'une des questions importantes au Conseil des Nations de sécurité était qui est en charge de la mise en place, de la mise en œuvre, pardon, au niveau local. Donc, le souci de la communauté internationale, c'est comment mettre en œuvre, qui va mettre en œuvre ce plan d'action dans un environnement aussi fragile qu'est le Yémen. Donc, nous avons jugé nécessaire d'avoir la participation d'une organisation crédible et légitime du point de vue international. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous avez parlé tout à l'heure du rôle de... Vous avez parlé du rôle de gouvernement. Que faites-vous lorsque le gouvernement ne vous soutient pas? Katrina, vous pouvez intervenir. Des impacts que nous, on a. Il faut aussi se rappeler qu'on n'est pas là pour imposer, mais on est là pour appuyer. Donc ça, c'est toujours un enjeu qui est important en tant que Canadien ou Canadienne, de penser, de réfléchir et de savoir notre place dans tout ça, incluant quand c'est du financement, tout comme si c'est nous en tant qu'individus. Donc déjà, ça, c'est une considération, mais l'autre chose, c'est de vraiment essayer de vendre notre salade. Donc, c'est de convaincre les gouvernements qu'ils ont quelque chose à gagner, justement, de s'approprier ce programme Femmes, Paix, Sécurité. Par exemple, si on va voir le gouvernement de la RDC, où j'ai travaillé longtemps et je continue de travailler, avant qu'ils développent leur premier plan d'action national, il y avait très peu d'intérêt par rapport à l'égalité du genre. Au niveau de la RDC, il disait évidemment, comme dans beaucoup de pays, dans beaucoup de contextes, mais on se concentre sur arrêter la guerre, on se concentre sur le fait que notre pays est instable et la sécurité est avant tout l'importante composante. Mais maintenant, la RDC est un des pays qui a avancé le plus, selon moi, avec leur plan d'action national, la mise en œuvre, et aussi qui a un plan d'action national encore plus progressif que beaucoup d'autres pays. Et c'est parce qu'on a travaillé et la société civile dans ce pays-là a travaillé fort à démontrer leur intérêt et leur pouvoir politique, en fait, pour l'appropriation éventuelle de la politique Femmes, Paix et Sécurité au niveau national.
Et c'est aussi qu'il faut convaincre certains ministres, évidemment, mais aussi ceux qui sont dans la gamme de bureaucratie qui n'est pas ceux qui vont complètement changer avec des décideurs politiques. Donc, par exemple, au niveau du Canada, de développer des bonnes relations avec ceux qui sont dans des postes comme Affaires mondiales Canada, qui sont dans des postes plus cadres ou des postes un peu plus permanents, fait un impact dans notre plaidoyer en tant que membre de la société civile et aussi continue un peu plus à long terme les impacts qu'on peut avoir et l'appropriation de la politique et de travailler ensemble pour pouvoir apporter ça et avoir un réel changement. Puisque, évidemment, les ministres sont très importants et c'est leur décision, en fin de compte, si on approprie ou si on adopte un plan d'action national et si on le met en œuvre. Mais en fin de compte, le ministre ou la ministre peut être parti dans quelques années. Donc, il faut aussi trouver nos alliés, il faut trouver nos champions, nos championnes au niveau du gouvernement et des bureaucrates qui peuvent, comme on dit en anglais, push the needle pour s'assurer que le tout peut changer. Et ça, c'est dans n'importe quel contexte, que ce soit un contexte canadien, que ce soit un contexte congolais, un contexte même au Tchad. C'est vraiment d'avoir ces alliés-là dans tous les niveaux, mais surtout les niveaux de la bureaucratie qui fait en sorte qu'on peut changer un peu les mentalités et démontrer pourquoi ça leur importe, qu'est-ce que ça leur apporte justement d'avoir un programme comme ça. Et non seulement de dire, ah oui, mais la ministre va pouvoir dire qu'elle a un plan d'action national et se joindre aux 100 autres pays qui en ont, mais vraiment de voir comment est-ce que eux, en tant que bureaucrates, peuvent avoir un impact intéressant et vraiment avec beaucoup de substance dans leur propre pays. Puis c'est ça que tout le monde veut. On veut tous vivre dans une situation ou dans une société meilleure. Il n'y a pas personne qui se lève, j'espère croire, il n'y a pas personne qui se lève en disant moi aujourd'hui je veux faire en sorte que tout le monde soit fâché, que tout le monde vive une vie malheureuse. Donc il faut vraiment essayer avec cet aspect humain de créer ces relations-là et de pousser de l'avant comme ça. Thank you, Katrina. I know that Merci, Katrina. Je sais que il y a eu un retard dans l'interprétation. Très intéressant. Merci infiniment. Je vais revenir au Canada. Quand j'ai commencé à travailler, Alors, on m'a présenté au bureau du WPS. Et donc, et c'est à ce niveau que le WPS travaille au Canada, comme nous l'avons. Maintenant, nous avons une ambassadrice, nous avons toute une équipe et certaines personnes sont parmi nous. Et c'est très bien de les retrouver. Ils nous viennent donc du plaidoyer, cela vient de l'engagement de la société civile. Il est très important de veiller à ce que les experts puissent faire partie du processus. C'est la raison pour laquelle nous sommes là. Bon, je vais poser cette question à Raja. Donc, il y a une très longue histoire sur le parcours. Alors, selon vous, qu'est-ce est la valeur donc d'avoir Christina et comment cela peut progresser? Parce que nous savons que travailler au jour le jour, cela peut s'améliorer. Alors, comment se présente Racha, vous avez la parole. Je ne vais pas vraiment. Quand j'ai présenté donc avoir un échange avec SINAP du Canada, humaine. Alors pour nous, l'une des choses importantes que nous voudrions avoir, c'est la reddition de comptes pour les crimes de guerre et la violation des droits des femmes. Et le Canada, à travers le SINAP, à travers la priorisation de la reddition des comptes, ils ont soutenu la formation d'un groupe de recherche des faits, un groupe des experts. Et le Canada a pris les devants et a défendu la création de ce groupe dans le Conseil des droits de l'homme. Cela a été passé, adopté en 2017. L'année dernière, malheureusement, ce groupe a parvenu à sa fin à travers les lobbies venant du gouvernement yéménite et d'autres pays alliés. Et nous avons perdu
un mécanisme très important de reddition de comptes. Donc, cela montre l'exemple de l'efficacité du SNAP. Nous devons trouver des moyens pour soutenir les femmes du Yémen et les femmes dans d'autres pays en termes de protection, en termes d'inclusion et autres. Une autre chose que nous avons faite, c'est de mobiliser les femmes afin de pouvoir élaborer le fait de route féministe. C'était un cadre d'orientation pour les médiateurs et les négociateurs pour parvenir à un processus de paix à différentes phases. C'est le fait des négociations de politique, de période de paix basée sur l'approche donc des droits humains. Nous l'avons inclus cela dans la feuille de route et le Canada a soutenu cette initiative. Donc, Jackie O'Neill, en tant qu'ambassadrice, a permis de se mobiliser, de plaidoyer et d'accroître la crédibilité de notre travail. Et quand j'étais à Riyad le mois dernier, nous avons mené pour parler de paix au Yémen et il y a aussi présenté la feuille de route féministe pour participants et les femmes yéménites qui participaient à Riyad étaient la composante la plus importante en matière et très organisée en matière de réflexion, en termes de plaidoyer. Et il était facile pour nous de pouvoir, quand nous nous rendons dans des espaces où il faut nominer une personne, nous faisons une nomination très rapide, nous ne traînons pas, nous étions très organisés pour faire avancer nos positions ou nos idéaux. Et le Canada a facilité l'organisation d'une réunion parallèle aux consultations et nous avons pu faire avancer nos idéaux et le soutien en termes de plaidoyer et de reddition de comptes. Donc, c'est vrai qu'il y a des lacunes en matière de soutien apporté aux défenseurs des droits de l'homme. Nous avons beaucoup de femmes qui ont dû se déplacer à cause des questions de protection dans des pays voisins au Yémen. Mais nous n'étions pas en mesure de pouvoir les envoyer vers des pays plus stables comme le Canada. Un autre élément comme la KIN, c'est également des points qui s'appliquent à tout le monde, c'est la sécurité numérique. La sécurité numérique, présentement, il y a différentes méthodes pour attaquer les défenseurs et défenseurs des droits de l'homme, les politiques, les personnes perdent leur vie à cause des attaques numériques. C'est l'une des lacunes pour lesquelles le Sénat sur lesquelles le Sénat devrait se pencher. Katrina, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Alors, dans les discussions de paix de groupe, c'est le manque de cohérence entre les politiques. Très souvent, nous avons des politiques de diversité, d'autres politiques par-ci et par-là, et les pays développent plan national sur la paix et la sécurité, il y a différents groupes. Et c'est des points pour lesquels la société civile a bien travaillé à travers le monde et au Canada. Une personne dans la messagerie a parlé de la mise en œuvre de UNDRIP. C'est vrai, il faut qu'il y ait une cohérence entre les politiques afin de pouvoir apporter et mettre ensemble toutes ces politiques qui vont avoir un impact sur la sécurité des femmes. Donc, il faut pas aussi voir la plupart des acteurs et des activistes croient que ça doit être un programme de désarmement. Par exemple, le fait que le Canada n'a pas signé les traités sur l'interdiction du nucléaire pour plusieurs activistes de femmes, paix et sécurité. Cela constitue une tragédie qui est incohérente à la façon dont nous mettons en œuvre les questions, les initiatives de femmes, paix et sécurité parce que cela va contre le désarmement. La cohérence à ce niveau est très important et la politique, le forum politique des femmes féministes que nous pensons avoir et qui n'est pas encore rédigé, je pense que cela va pouvoir renforcer cette action.
Et c'est là des lacunes et en plus des questions de reddition de comptes. J'aimerais également souligner le fait qu'il y a des femmes activistes qui travaillent avant moi qui demandent à ce que le programme WPS puisse agir au niveau local parce que cette action était basée sur les questions d'affaires internationales et actuellement, avec l'intervention du SNAP, cela s'est amélioré et se prend en compte les questions nouveaux locales. Et j'espère que le SNAP sera beaucoup plus égal dans la distribution des ressources et l'attention qu'elle porte aux questions externes. Et c'est vrai, nous avons des responsabilités au niveau international en tant que l'un des plus grands donateurs sur les questions d'égalité entre les sexes, mais nous avons aussi la responsabilité face aux femmes, aux jeunes filles et aux communautés non binaires. Et il faut que donc la société civile canadienne fasse pousser donc pour que nous puissions y parvenir. Il faut le voir au niveau interne et domestique. Merci pour votre intervention. Je suis totalement d'accord avec vous. Quand j'ai commencé à travailler sur cette question, il y a beaucoup d'organisations, il y a beaucoup de personnes qui me contactaient sur toutes questions relatives aux femmes, au genre et aux filles. Il y a de cela quelques années, j'avais, il y avait un grand bureaucrate de haut niveau qui me disait, est-ce que ce que nous devons entendre, c'est que il y a de l'espace, il y a une lacune dans la mise en œuvre de cette initiative pour notre pays. Vous savez, nous savons tous que dans beaucoup plus de pays, il y a beaucoup plus de difficultés à pouvoir parvoir à obtenir une politique sur les genres. Mais ceci dit, quand nous parlons de la localisation de la paix et quand cela m'est venu à l'esprit, comment est-ce que cela se présente, la localisation au niveau local? Vous avez très bien expliqué le fait qu'il y ait un progrès. Donc, il y a une résolution du Conseil de sécurité, il y a des obligations qui sont attachées à ce programme qui est associé aux femmes dans les zones de conflit. Et c'est de la façon dont cela est interprété. Et puis, nous avons remarqué qu'il y a des questions émergentes comme les changements climatiques. Nous sommes aux prises avec des questions de suprématie blanche et la violence se produit à nos propres frontières. Quand on parle de meurtre et de disparition des personnes autochtones, ça veut dire qu'il y a meurtre et disparition. Ce sont ces deux problèmes majeurs. Alors, comment est-ce je sais que nous voudrions que cette session puisse être session d'enseignement. Nous avons beaucoup de participants qui ne découvrent que maintenant notre programme et vont euh, pouvoir parler donc de cette question que nous abordons, la contribution. Bon, j'aimerais juste rappeler à toutes les personnes qui ne le savent pas au Canada, il y a 9 ministères, départements donc fédéraux qui constituent des partenaires de mise en œuvre du programme de Femmes, Paix et Sécurité. Je vais rapidement les lister pour que vous en savez. Ce sont des partenaires. Le plus grand, c'est les Affaires mondiales Canada, parce que il veille à ce que tous les départements et nous avons l'Affaire mondiale, nous avons DND, nous avons le CAT et nous avons le RCNP. Cela, les départements de mise en œuvre ou d'application qui sont liés aux questions. Il y a aussi des partenaires de mise en œuvre ou d'assistance, donc qui ont des plans d'action individuels, mais qui explorent la façon dont le programme de Femmes, Paix, Sécurité
il y a aussi Public Safety Canada. Nous avons le département des réfugiés et des immigrants, INAC, et les services autochtones. Et aussi, cela vous donne une idée sur la façon dont le plan d'action fonctionne. Dans tous les départements, j'essaie donc de pouvoir réaliser nos plans d'action nationaux. Ou est-ce que je juste pour pouvoir obtenir des questions. Et j'ai une autre question que je vais poser. Je sais que nous avons quelques-unes dans la boîte de discussion, mais je vais poser une question supplémentaire. Je pense que nous avons parlé de la façon dont il faut agir à l'extérieur et à l'interne, aussi les avantages et les inconvénients. Alors, que pensez-vous des priorités que nous avons au niveau interne et local? Quelles sont les priorités qu'il faut vraiment prendre en compte et incorporer dans notre nouveau plan d'action national? Je parle là des questions émergentes qui n'ont pas été abordées, qui doivent être couvertes par le WPS. Pour ma part, la chose la plus importante, c'est que notre économie devienne une économie basée sur l'économie, sur la paix, et non une économie basée sur les armes ou la guerre. Aujourd'hui, nous avons beaucoup plus de guerres et de conflits. Il y a une militarisation croissante. Cela nous retarde, nous ramène en arrière parce que le programme a été mis en place pour prévenir les conflits. Les signes d'alerte précoce nous montrent que le Canada devrait être une partie dans la guerre. Aujourd'hui, c'est une partie dans la guerre, mais de façon indirecte. Comment est-ce que l'on peut faire en sorte que le Canada puisse être plus pacifique, médiateur, au lieu que le Canada soit parti à un conflit? Je sais que ce n'est pas une question simple, mais il faut l'aborder et les gens doivent l'entendre parce que nous avons beaucoup plus de, de guerres, d'armes qui sont euh, envoyées dans des zones de conflit et des villes qui ont été totalement rasées en quelques jours. Comment l'on peut faire pour arrêter cette tendance de militarisation? Comment pouvons-nous démilitariser notre économie pour qu'elle devienne une économie basée sur la paix? Comment? Il y a beaucoup de conflits qui ont des conséquences humanitaires, les questions de sécurité alimentaire. Est-ce que nous, au Canada, est-ce que nous pouvons avoir nous devons donc mener une discussion et des réflexions sur l'indépendance alimentaire, comment nous pouvons nous protéger nous-mêmes et protéger les pays fragiles sur les matières de sécurité alimentaire et humanitaire. Donc, je ne fais qu'une réflexion globale, mais de façon générale, quand on parle, quand je parle avec Rouge et Catherine, nous avons des priorités qui se concurrence, que ce soit au niveau local ou international, nous avons des responsabilités. Donc, il faut aborder les points que nous pouvons aborder. Parce que oui, nous avons le CIDAO, qui est la convention pour éliminer toutes les formes de discrimination contre les femmes. Vous avez parlé du UNDRIP. Toutes ces conventions, de tous ces outils internationaux que le Canada a signés doivent disposer d'un plan d'action pour assurer leur mise en œuvre, que ce soit un plan d'action unique ou un plan d'action conjoint, cela est nécessaire. Tout ce que le Canada signe au niveau international, il doit y avoir une planification. Vous savez,
Vous avez dit que c'est une question complexe quand on parle de dépenses de milliards de dollars dans la militarisation. Bon, euh, ce sont là les opportunités pour pouvoir se relever ces points parce que nous voudrions apporter un changement durable. Il y a une question euh, sur la sécurité alimentaire. Alors, comment pouvons-nous exploiter quand vous parlez de l'incorporation donc de la sécurité alimentaire dans le CNAP? De quoi parlez-vous? Alors, je vais vous donner l'exemple du Yémen. Nous, au Yémen, nous importons de l'Inde et de l'Ukraine de la farine de blé. Malheureusement, à cause de la situation, il n'y aura pas d'importation de ces pays. Pourtant, le Canada et les États-Unis sont éloignés. Alors, comment nous y prendre? Souvent, nous exportons de vos pays, du Canada, notamment des États-Unis également. Mais ces, ces genres de nourriture sont avariés compte tenu du temps passé sur la mer. Alors, la question, c'est de savoir comment les organisations gouvernementales en charge des importations peuvent faire en sorte que la population puisse avoir le soutien alimentaire. Il faut également mettre un processus de vérification de responsabilité en place pour s'assurer que la nourriture qui est achetée ou importée parvienne véritablement aux bénéficiaires. Malheureusement, nous sommes dans un monde où ceux-mêmes qui sont au front, sur la ligne de front, qui sont sur le terrain, ne reçoivent pas l'aide alimentaire. Alors, souvent, je pense il est important de faire des formations sur ces genres d'aspects, parce que si nous voulons aller dans les détails de toutes ces actions humanitaires, il y a le besoin de former les parties prenantes. Je voudrais qu'on parle d'une question importante. Et je suis sûr que ça fera l'objet des débats les semaines à venir. Ça sera au centre des discussions. C'est la question d'inclusivité. Dans quelle mesure incluons-nous les communautés indigènes? Peut-être que Catherine voudrait intervenir sur cette question avant que nous ne puissions clôturer la session. Femmes, paix, sécurité et beaucoup des membres de la communauté, même s'ils s'identifient comme femmes parfois, ou même d'autres qui ne s'identifient peut-être pas comme femmes, se sentent exclus souvent de cet enjeu femmes, paix, sécurité. Et ça ne devrait pas l'être parce que souvent ce sont des communautés plus marginalisées ou qui ont des intersectionnalités triples ou doubles qui font en sorte qu'ils vivent différemment. Même chose avec les populations autochtones. Et la chose qu'il faut qu'on se rappelle, il ne faut pas qu'on oublie, c'est que les communautés autochtones ne sont pas des communautés qui ont toutes les mêmes opinions, qui ont toutes les mêmes réalités. Même dans le groupe Première Nation, que le groupe Métis ou le groupe Inuit, même dans ces communautés-là, il y a une diversité d'opinions, de perspectives, de réalités. Donc, il faut aussi s'assurer qu'on va vers eux, vers elles, et que ce n'est pas tout simplement le groupe de personnes autochtones nous ont dit une chose et c'est ça qu'on va inclure dans le plan. Donc il faut vraiment avoir une façon ou une approche inclusive qui reflète la réalité, les diverses réalités des personnes qui sont habituellement plus marginalisées ou même mis à l'écart dans tout ça. Et je pourrais pas non plus finir sans dire que l'importance de la jeunesse est immense. C'est immense au point de vue de l'inclusion des jeunes femmes, des jeunes individus non-binaires, des jeunes individus deux esprits, par exemple, et aussi les changements climatiques. Les changements climatiques ont un immense impact sur la vie
de tout le monde, mais il y a un enjeu spécifique paix et sécurité aussi qui vient là-dedans. Donc, ça vient de la perspective aussi autochtone, mais de façon aussi plus générale, que ce sont des enjeux qui sont habituellement oubliés ou mis à l'écart ou développés de façon plus dans un silo, dans une autre, peut-être parallèle. Donc, il faut tout garder ça en considération lorsqu'on développe ce prochain plan d'action national. Thank you, Katrina. You brought up a lot of issues, and I think those issues are resonating across borders. Even when we talk about the indigenous issues, there's indigenous. Merci infiniment. Comme vous l'avez dit, même quand on parle de population indigène, il y a différentes catégories dans les pays. Et j'espère que le Canada sera un exemple à suivre à ce niveau. Il est maintenant temps que nous passions, nous clôturions notre session, nos séances de ce jour. Je vous encourage à visiter notre site Internet pour avoir davantage d'informations sur nos activités. Et notamment, si vous avez des questions, ne vous gênez pas, veuillez nous les poser. Merci infiniment, Katrina. Merci à Rasha de nous avoir entretenus pendant près d'une heure.